First, I'd like to ask you a few questions. That's very important. But you must cooperate. Bonjour à tous, merci d'être encore là pour écouter ce podcast qui donne la parole à des auteurs qu'on a plus l'habitude de lire que d'entendre, à des entrepreneurs, oui, qui ont choisi d'investir dans la culture plutôt que dans les banques, à des artistes sensibles, capables de livrer une vision du monde toujours très personnelle et donc unique. Voilà, le ton est donné et c'est normal, c'est la rentrée. J'espère que vous avez passé de très bonnes vacances et que vous en avez bien profité. Tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires très encourageants sur la plateforme d'Apple, qui donnent vraiment envie de continuer. Et d'ailleurs, me voici aujourd'hui pour une nouvelle saison. Et cette saison, je la commence avec une invitée de marque, puisqu'il s'agit d'Aude Picot, autrice de bande dessinée, qui a déjà écrit plus d'une dizaine de livres, dont Moi-je, Transat ou encore Idéal Standard. Elle est aussi co-autrice du blog Chikou Chikou. Nous y parlons de sa relation à la bande dessinée, de la nécessité d'en écrire, mais aussi de la difficulté d'en vivre, et évidemment de la façon dont elle aborde ses différents projets. Je vous souhaite donc une très bonne écoute, et à tout à l'heure. Salut Aude. Salut Alexandre. Ça va ? Ça va et toi ? Bien, merci. Ma première question en général, c'est quel était ton rapport au dessin dans ta jeunesse ? Je suis la troisième d'une fratrie. Mes parents avaient un partage de tâches relativement classique. Ma mère était femme au foyer, elle était peintre amateur. Ma sœur, 6 ans de plus que moi, était pas beaucoup là, mais mon frère, qui a 3 ans de plus que moi, on était souvent ensemble. Lui dessinait, évidemment, il était plus grand que moi, donc il faisait toujours tout mieux, tout bien, tout génial. Et j'étais en admiration totale. Et ma mère nous encourageait beaucoup, nous faisait faire beaucoup de la sculpture, de la peinture, du dessin, de la pâte à sel. Voilà. On était stimulés dans le sens artistique. Ensuite, moi, j'ai fait ce que tous les dessinateurs et dessinatrices peuvent, je crois, dire, c'est que je me suis jamais arrêtée. L'ambiance familiale était assez pesante, donc le dessin est devenu un refuge très confortable. En plus valorisant, puisque tu produis quelque chose que les autres peuvent regarder, donc il y a une forme de partage quand même, c'est pas un autisme complètement hermétique. Donc c'était assez pratique, voilà. Donc j'ai perduré, persévéré, je m'y trouvais bien, donc jusqu'au lycée, voilà, où j'ai décidé de faire une école d'art appliqué après le bac, quoi, tout simplement. C'est une suite normale voilà. À ton goût pour le dessin. Oui. Et tu disais que tu étais en admiration devant ton frère, et du coup, lui, il a continué, ou qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, oui, il a fini par faire une école de design. Donc maintenant, il est architecte d'intérieur. Donc il dessine. Je pense qu'il est un peu frustré par rapport à la création pure, puisqu'il répond à des boulots de commande hyper contraignants. Mais la gestion d'espace lui convient beaucoup, lui convient très bien. Moi, je suis toujours en admiration éperdue de comment il a un œil très juste et qu'il arrive à transformer l'incohérence en cohérence, vraiment avec grande intelligence. Tu es en admiration devant le tien de travail. Évidemment, c'est un peu plus complexe, évidemment. Du coup, pour parler des études, t'as fait quoi comme école ? Alors, j'ai choisi une école d'art appliqué public. C'est assez étrange. Je pense qu'il y a dû y avoir un genre pas de portes ouvertes, mais dans mon lycée, des gens de plusieurs écoles sont venus présenter leurs écoles, des étudiants. Et j'ai dû discuter avec des gens des arts déco, je pense. C'est comme ça que... Et cette école... des arts déco qui sont venus dans ton école des étudiants. présenter. Oui, voilà, pour discuter. Peut-être des anciens élèves de mon lycée, que je sais plus très bien. Parce que c'était un lycée art appliqué déjà. Oui, effectivement, j'avais choisi... Enfin, ma mère m'avait aussi poussé à choisir la section art plastique là, dès la seconde. Donc j'ai fait un bac... littéraire, option art plastique. Bon, c'était super, hein. Il y avait beaucoup d'histoires de l'art. Le dessin, c'était des sujets... J'ai pas un souvenir incroyable. Parce que c'était déjà ce que je faisais spontanément. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai que non, c'est quand même au lycée... Je me rappelle plus très bien, mais j'ai pas un souvenir très intéressant en termes de recherche graphique, tu vois. Et on nous présentait pas forcément des boulots non plus. On nous alimentait pas tellement... l'histoire de l'art, quand même, oui, mais c'était de l'étude classique de tableaux, etc. Donc on avait une bonne culture générale de l'histoire de l'art, mais les cours eux-mêmes, les exercices plastiques, je m'en rappelle pas très bien. T'en gardes pas un souvenir éperdu ? Non. Et puis je crois que j'ai pas gardé non plus les boulots que je faisais à l'époque et tout ça, ça devait pas être très intéressant
Enfin, mais je me dis toujours un peu ça. Et quand tu es rentré aux Arts Déco, tu pensais y faire quoi à la sortie ? C'était quoi ton but ? En fait, je voulais un vrai métier, donc je pensais que je serais graphiste. Je me voyais exécutante. Voilà, enfin, Exécutante, c'est-à-dire oui, maquettiste. Oui, voilà, c'est ça. En fait, je me voyais maquettiste chez Marie-Claire. Je disais très, très précisément. Je sais pas, j'avais une vision comme ça, de trucs complètement... Enfin, ça doit être super d'être maquettiste chez Marie-Claire. Mais en fait, il se trouve que le graphisme, c'est pas du tout mon truc. J'étais pas très bonne. J'avais pas de culture graphique. Donc, quand je suis arrivée à l'école, il m'a fallu rattraper un énorme retard que j'ai jamais vraiment rattrapé. Et j'étais assez fascinée par mes camarades de classe qui, en fait, étaient à l'aise là-dedans, qui s'amusaient, qui trouvaient ça intéressant, qui arrivaient à trouver des solutions visuelles, intelligentes, pertinentes par rapport à un contenu. Moi, j'étais complètement à la ramasse. Les profs savaient pas très bien quoi faire de moi. Donc, en fait, heureusement que j'ai toujours été passionnée par le livre, l'objet livre. Donc, j'ai réussi à passer un diplôme correctement en faisant un livre interactif, en étant plus dans l'objet... Enfin, je suis allée plus dans le multimédia que le graphisme édition, quoi, on va dire. Mais quand je suis sortie de l'école, j'ai trouvé du travail dans la publicité, enfin l'édition pub. Bon, c'était une catastrophe, quoi. Et tu faisais du graphisme ? Du coup, pas de ouais, dessin, mais pas le d'illustration, graphisme au sens noble, quoi. Pour le coup, j'étais exécutante, mais donc il fallait mettre en page des pubs pour déodorant. Enfin, moi, c'était l'enfer absolu. Vraiment, parce que c'est en termes de contenu, c'est quand même très pauvre. Et non seulement c'est pauvre, mais en fait, c'est mensonger et pervers, quoi. Aucun déodorant te rafraîchit pendant 24 heures, ça marche pas. C'est vrai, mais tu casses un mythe, là. Le mythe de la publicité. Ouais. Aucune crème de nuit ne vous fera maigrir. Non, mais c'était très, très, très appauvrissant. Donc, mais c'était bien, parce que ça m'a aussi... en fait, je me sous-estimais considérablement. Donc, faire ce genre de boulot... puisque je ne pouvais pas prétendre à du graphisme culturel, puisque c'était un peu le haut du panier, voilà, et tout. Et ceux qui se débrouillaient le mieux finissaient par fonder leur propre agence et bosser pour des musées et tout ça, c'était super classe, mais c'était pas non plus dans mes capacités. Et donc, je me suis démenée et j'ai vraiment, avec l'énergie du désespoir, j'avais déjà... auto-publié des trucs en dessin, donc j'ai tiré cette corde-là... le plus loin que j'ai pu pour essayer de trouver ma place dans ce sens-là. Mais ça a été aussi un long chemin parce que se considérer comme auteur, c'est pas évident, quoi. C'est pas inné. Enfin, moi, c'était pas instantané, quoi. Mais alors justement, ton chemin vers le... Alors, je sais pas si tu dis autrice ou auteur, oui, c'est un grand débat aujourd'hui. Il faut dire autrice, pas. Il faut dire autrice, ok. Oui. Bon, je me suis fait au terme autrice, alors maintenant je dis ça. Mais du coup, quand tu fais ta première bande dessinée auto-éditée, qui est Moi Je, si j'ai bien suivi ton parcours, c'était pendant que tu faisais ces graphismes pour la publicité. C'était pas en école. Si, c'était en école. En fait, je poussée par la prépa que j'avais fait pour intégrer les Arts Déco, j'avais toujours un carnet de croquis dans mon sac. Finalement, ces carnets de croquis d'observation sont devenus un peu des dessins d'humeur sur ce que je pouvais ressentir, vivre. Parce que là, j'arrive à faire des phrases qui se tiennent à peu près, mais j'avais un gros problème d'expression. Enfin, quand je parle d'une ambiance de famille pesante, vraiment, c'était très pesant. Et j'avais énormément de mal à savoir ce que je ressentais, ce que je pensais, et mettre des mots sur ce magma intérieur. Donc le dessin était pour moi un moyen d'expression. Je pense que ça m'a un peu sauvée de plein d'étapes. Et donc j'avais ce carnet que je remplissais de petits moments, de petits machins, de petites préoccupations et tout. Et puis quand je le faisais lire aux amis, en fait les réactions étaient assez positives et les gens rigolaient, ce qui me vexait beaucoup. Mais bon, je me suis rendu compte qu'en fait c'était un super pouvoir que d'arriver à faire rire les autres sur des choses très personnelles. Parce que le but c'était pas de faire rire au départ, c'était juste d'exprimer ton ressenti. J'avais aucun but particulier autre que exprimer quelque chose. D'abord pour moi, en fait, ça me permettait de mettre les choses un peu peut-être au clair ou de me rendre compte de ce que je ressentais aussi, en fait. Et finalement, en fait, alors je me rappelle, il y a des gens qui supportent pas, qui détestent les récits autobiographiques, qui disent que c'est nombriliste, mais en fait, plus on va dans l'intériorité, plus on touche à des choses qui sont communes à tout le monde, quoi. Donc c'est en fait, plus on est subjectif, plus on est objectif, même si l'objectivité n'existe pas, mais
c'est le microcosme qui, comment on appelle, non, c'est pas le microcosme, c'est le minuscule qui parle du gigantesque. Enfin bon. Une mise en abîme, c'est ça? Ouais. Comment est-ce que tu t'es dépêtré de ce problème lié à ton travail de graphiste? Parce que visiblement, ça te plaisait pas. Du coup, à un moment donné, tu t'es dit, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'en aille, quoi. Non? Bah, si. Enfin, tu fais plus de graphisme aujourd'hui. Non, bien sûr. Bah, c'était progressif, hein, comme tout. Hein, mais j'ai eu un premier boulot qui s'est fini. Je me suis rendu compte donc que c'était absolument horrible, mais en même temps, je voyais pas non plus quoi faire d'autre. Je connaissais personne en bande dessinée, tout ça. Donc l'auto-édition que j'avais fait aux Arts Déco, elle a été publiée par des collègues, des mecs de ma promotion d'école qui ont fondé une petite maison d'édition qui s'appelle Varum. Donc le bouquin, il suivait sa petite vie. J'avais mis mon mail, je pense, sur une auto-édition, donc j'avais de temps en temps des contacts. Ensuite, tu dis qu'il était auto-édité, il était édité chez Varum. Ensuite, il a été édité, voilà. C'est ensuite qu'il a été édité chez Varum. Voilà, ouais. Parce qu'en fait, c'était en 2004, je crois, c'est ça que tu l'avais auto-édité. Ouais. À l'époque, il n'y a pas de tous ces crowdfunding, tous ces réseaux sociaux, tous ces trucs-là. Ouais. Du coup, c'est compliqué d'auto-éditer sa propre... Bah, en fait, non, parce que... non, mais les réseaux sociaux, c'est juste une extension virtuelle de ce qui se passe en vrai, quoi. Et en vrai, bah, y a un réseau de librairies qui acceptait les auto-éditions, les fanzines, et qui prenaient en dépôt-vente. Donc voilà, après... Donc tu l'imprimes chez toi toute seule, et ensuite tu le distribues toute seule, en fait, c'est ça? Voilà. Dans Alors, les librairies. moi, j'aurais pas été capable de faire ça toute seule. En fait, c'est un des fondateurs de Varum qui connaissait déjà très bien ce réseau, qui m'a pris en main et qui a diffusé une première version. Ensuite, moi, j'ai fait une version toute seule de ce moi-jeu. Là, il y a eu au moins 4 versions. Et où là, bah, je suis allée dans les 3 librairies qui me semblaient bien. Et voilà, après, ça a continué comme ça, quoi. Et le succès était au rendez-vous tout de suite? T'as senti qu'il y avait quelque chose avec cette auto-édition? Bah, l'auto-édition, c'est vrai que je les vendais tous. À chaque fois, je faisais des petits tirages. Hein, c'était du 200, 250 exemplaires, mais ça marchait. Donc, j'avais des retours, oui, par mail, un petit peu. Ouais, donc c'était encourageant. Après, il y avait aussi le début du blog dessiné. Chikou, je sais pas si on dit. Ouais, Chikou, donc j'ai rencontré Boulet qui faisait du blog dessiné, qui m'a fait rencontrer d'autres gens du milieu du blog dessiné. Donc avec une copine des Arts Déco qui s'appelle Dominique Collardet, qui est une super dessinatrice, on a décidé de fonder un faux blog autobiographique, quoi. Et donc on a proposé à Boulet de participer et à un copain, Olivier Talek, un super auteur jeunesse, dessinateur, voilà. Donc on a commencé un peu comme ça, mais à ce moment-là, moi je travaillais toujours un peu en graphisme en freelance et j'avais ce blog avec les copains, donc c'était très entraînant. Ça me permettait de prendre confiance en moi, de me rendre compte que j'étais capable d'avoir des idées sur plein de sujets différents, d'avoir un dessin finalement assez libre, pareil, sur plein de mises en scène différentes. Donc ça me permettait de faire un peu mes armes, c'était bien. Il y avait Lisa Mandel aussi dans ce blog. Après, il y a eu Lisa Mandel, Erwan Surcouf aussi, voilà. D'accord, donc c'est comme une fratrie de blogueurs, puisqu'en réalité, ce que tu dessines encore un peu aujourd'hui, c'est des petits bouts de journaux intimes. Ouais, non. si, on peut... Non. Bah non, maintenant je suis vraiment plus dans la fiction. Et puis j'ai toujours beaucoup... Bon, sauf le moi-jeu qui était très spontané. Ensuite, Papa, qui était évidemment un carnet de deuil brut. Voilà, j'ai rien pu y ajouter. Mais j'ai toujours beaucoup... j'ai le mot alourdir, mais c'est pas le bon mot, mais nourri le contenu de plein d'autres choses que juste mes propres histoires, quoi. Alors avant de parler plus longuement de tous ces livres, quel est ton artiste qui t'a le plus inspiré quand t'as démarré et que t'as voulu faire de la bande dessinée? Bah en fait, j'ai jamais vraiment voulu faire de la bande dessinée. C'est pas une décision rationnelle, consciente et tout ça. C'est encore une fois, c'était vraiment très progressif. Comme je ne pouvais pas faire ce que je pensais que j'allais faire, c'est comment le réel nous construit, quoi. Je suis sortie des Arts Déco, j'ai bossé pendant 1 an et j'ai eu... Non, même pas. Non, à la fin des Arts Déco, j'ai eu une maladie cardiaque. C'est un concours de circonstances miraculeux qui a fait que j'ai survécu. Donc, premier événement qui m'a fait me dire « Ok, qu'est-ce que je dois faire de mon existence, quoi ?» Donc là, c'est du bonus. Donc, bon... Le dessin peut-être, je savais pas trop, donc je commençais à bosser, je sais plus très bien, dans mes souvenirs sont un peu confus. Si je commençais déjà à bosser.
Et ensuite, l'année suivante, mon père se suicide. Donc, de nouveau, bon, ok, alors... un référent existentiel qui, quand même, décide que la vie, c'est de la merde. Ok, qu'est-ce que je fais de la mienne? Donc, c'était aussi des prises de compte. Mais en fait, finalement, j'avais un tel manque de confiance en moi qu'en fait, c'était des électrochocs presque nécessaires pour arriver à allumer une étincelle de ok, en fait, qu'est-ce que c'est que l'écriture, qu'est-ce que c'est que le dessin, qu'est-ce que c'est que la sensibilité, qu'est-ce que c'est que l'hypersensibilité, qu'est-ce que c'est que l'angoisse, qu'est-ce que c'est que l'émotion, à quoi servent les mots. Enfin, moi, comme j'avais un gros problème d'expression, écrire, c'était vraiment pas n'importe quoi. Donc, mais qui suis-je pour? Et en même temps, c'était vital. Donc, bref, tout ça, petit à petit, se décantait. Et en fait, ce qui était génial, c'est que par rapport au dessin et à l'écriture, j'avais du répondant là. Quand je faisais quelque chose, les gens m'encourageaient en fait à continuer. Donc, parce que si j'avais pas eu de retour, je pense que j'aurais jamais été capable de persévérer, quoi. C'était trop énorme en fait de se dire oui, je vais être autrice, je vais faire des livres comme ça, puis je serai invitée à des salons, et puis voilà. Non, mais c'était un monde inaccessible. Enfin, t'imaginer un monde inaccessible. Je ne pouvais même pas l'imaginer. Je ne savais même pas ce que c'était. J'avais aucun exemple autour de moi. Si, mon père écrivait des poèmes, mais bon, il s'est flingué. Alors je pouvais. Et puis lui, dans le genre exprimé ce qu'il était lui vraiment, en fait, il l'a jamais vraiment fait. Enfin, donc c'était moi, enfin en tout cas, oui. Et puis, je sais pas, juste le lien avec le papier, le dessin, mais l'écriture et le dessin pour moi c'est la même chose. Voilà, là il se passait quelque chose pour moi. Il y avait un enjeu en fait qui me semblait plus profond, plus grave et plus intéressant que faire de la pub pour des strings, quoi. Voilà. On comprend. Mais j'ai du mal à mettre des mots parce que j'ai du mal en général à mettre des mots comme ça avec la voix, quoi. Voilà, j'aime bien. C'est vrai aussi que l'écriture, la bande dessinée, ça me convenait bien parce que c'est un truc d'ermite où on est tout seul. Je peux construire mes dialogues, je peux prendre du temps, je peux voir ce que je fais et décider si c'est montrable ou pas. En fait, il y a aussi ce truc-là qui est. Alors que, comme ça, l'élocution, enfin le dialogue, la discussion, je suis pas armée pour ça et ça m'échappe beaucoup plus. Peut-être que j'ai besoin de contrôler aussi et la bande dessinée permet ça. C'est très rassurant. Alors la question de départ était quand même de savoir quel est ton nom d'artiste inspirant. Mais ce que je comprends là, c'est qu'en fait, tu n'avais pas vraiment d'artiste inspirant, tu n'avais pas une ligne que tu voulais atteindre. C'était un truc qui est venu d'une certaine nécessité, quoi. Oui, voilà. Après, évidemment, avec le recul, parce que c'est aussi une question récurrente qui est posée aux gens qui J'ai lu les réponses, alors je les connais à peu près, mais j'ai entendu Kino, par exemple. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai que Kino aussi, c'était. Mais bon. Il était venu après. Non, parce que c'était dans les livres de collège d'espagnol. Quelle chance, mais quelle idée de génie d'illustrer des bouquins d'école avec des gens aussi incroyables que Kino, quoi. Parce qu'en fait, c'était pas les Mafalda, c'était des grands dessins de presse, j'imagine, qui mettait en scène de façon hyper brillante les tensions sociales, quoi. Les injustices, les manipulations, les malversations, Donc ça aussi, c'est vrai que ça reste très fort comme rencontre de dessin avec le dessin, que le dessin peut dire beaucoup plus qu'une illustration d'un conte pour enfants, quoi. Vraiment, dessin de presse, c'était, par Kino, parce qu'en plus il a un dessin un peu enfantin, un peu rond, mais qui dit des trucs dingues, quoi. Enfin, hyper puissant. Voilà. Et tu les as vus que dans ton livre d'espagnol ou t'as cherché après? Non, évidemment, moi il y avait ces dessins, je me suis rendu compte après coup en retombant chez un oncle et une tante sur un intégral de Mafalda ou sur des Mafalda. Je me suis dit, tiens, mais c'est le même graphisme et tout. Donc j'ai dévoré tous les Mafalda, mais pareil, j'avais 15-16 ans, sans vraiment percuter. C'est plus tard que j'ai cherché en fait à acheter les bouquins de Kino, que j'ai vu qu'il y avait des compilations de ces dessins de presse. Voilà. Mais on se rend compte un peu dans certains de tes ouvrages qu'il y a des grands dessins, pleine page comme ça, qui racontent quelque chose. Est-ce que c'est vers là où tu aimerais aller, les dessins de presse comme Kino, ou moi je pense aussi à Sampé, des choses comme ça? Oui. Est-ce que j'ai envie d'aller par là? Entre autres, j'aimerais bien aller vers l'image qui se tient seule, ouais, c'est sûr. Mais j'ai pas la puissance de Kino ou de Sampé. Enfin, je vois bien là ce que je cherche un peu en ce moment, mais ça reste.
très léger, quoi. Parce que je veux pas qu'il y ait une phrase. Je veux pas, en fait, qu'il y ait une phrase. Je veux juste un truc assez... Puis en ce moment, c'est très calme, quoi, ce que je mets en scène. Mais en fait, on peut pas vraiment savoir ce qu'on fait soi-même. J'arrive pas à avoir de recul. Il y a souvent des phrases dans Sampé ou même dans Kino. Alors, j'ai en tête quelques dessins de Kino. Je n'ai pas toute son œuvre. Mais souvent, il y a une petite phrase qui dit quelque chose du dessin et qui donne toute sa vérité au dessin, quoi. Voilà, oui, exactement. Moi, je cherche pas tellement dans cette direction-là pour l'instant. Donc, je sais pas ce que je vais trouver, mais on verra. Mais explorer le dessin en dehors de la bande dessinée, en dehors du livre, ça me plaît, ouais. Je cherche dans ce sens. Alors, tu parlais de Papa, ton ouvrage qui parle du suicide de ton père tout à l'heure. De ce que j'en ai lu, c'était ton premier ouvrage vraiment édité, après Moi Je, où tu as essayé de l'auto-édition. Alors je ne sais pas à quel moment Vahoum s'est fait, mais c'est ta rencontre avec Jean-Christophe Menu de l'association qui t'a conduit à éditer ce livre. Et du coup, aujourd'hui, c'est ton premier livre édité, en réalité. Le premier, c'est un livre pour enfants aux éditions Kaléidoscope. J'en ai fait 3, 4... toujours dans cette maison d'édition. Parce que donc, je n'ai pas un souvenir hyper précis, mais en fait, si on essaye d'être chronologique, le Moi Je, il est publié à la sortie de l'école, enfin un an après peut-être, par Vendry et Benoît, là, qui ont fondé les éditions Vahoum. En fait, j'avais aussi envoyé le Moi Je à des petites maisons, enfin pas des petites maisons d'édition, mais à des éditeurs indépendants, dont l'association. Et j'avais reçu une carte de menu qui disait on publiera pas ça, c'est pas suffisamment abouti, mais continue et envoie-moi ce que tu fais. Et donc je bosse dans la pub, c'est la merde. Je fais du blog, mais c'est pas, voilà. Je cherche, et puis surtout il y a cette histoire avec mon père, et donc le dessin de nouveau me permet d'exprimer des trucs, et puis je finis par, comme quand même l'association évidemment était extrêmement attirante, parce que c'était, encore une fois, je savais pas bien moi ce que j'étais capable de faire, parce que j'avais pas fait grand chose, mais ce qui se passait à l'association, ça m'intéressait beaucoup, parce que c'était de l'autobiographie, mais à un niveau quand même vachement intéressant, très varié, avec plein d'auteurs différents, avec des voix différentes. Donc je cherchais à garder le contact, je cherchais des interlocuteurs peut-être. Et donc Menu, j'ai dû le croiser à un festival, je lui dis écoute, j'ai un truc à te montrer, je te l'enverrai, c'est pas publié, mais voilà où j'en suis, quoi. Et donc évidemment, comme je faisais des livres spontanément, j'avais déjà en fait scanné et imprimé et relié un exemplaire pour moi de mes dessins que je tenais dans un carnet de deuil, et je lui ai envoyé un deuxième exemplaire de ce truc-là. Et donc lui, il trouvait que c'était publiable. Moi, j'ai trouvé ça pas publiable, et on a discuté. Et bon, lui, trouvait ça intéressant. Après, je suis après coup que les autres membres de l'association étaient archi contre, mais bon, il a imposé le truc. Et je le remercie infiniment, parce que grâce à ça, j'ai pu rencontrer Rupert et Mulot de l'association, avec qui je suis toujours en atelier, et qui m'a permis de rencontrer des gens dans des démarches d'auteurs, en fait, qui construisent, qui sont même ambitieux, en fait, qui cherchent à créer un univers qui leur est propre, qui leur ressemble. Et moi, ça m'a fait du bien de rencontrer des gens comme ça, parce qu'en fait, c'était ce à quoi j'aspirais, sans le savoir vraiment. Voilà. Ouais. Mais alors justement, est-ce que un livre comme ça, qui est quand même un livre que tu peux pas faire plus intime, je pense, c'est vraiment quelque chose que tu destinais pas à la publication, de sortir ça en premier, est-ce que c'est pas un peu pressurisant pour la suite ? Non, parce que ce qui était un peu, moi, ce qui me mettait en porte-à-faux, ce qui me divisait en fait intérieurement, c'est que c'était pas un vrai livre, en fait, c'était quelque chose qui existait malgré moi, que j'avais pas fait dans l'idée de faire un livre, et donc ça me gênait que ce soit ça que je présente dans le milieu, de la bande dessinée, parce que j'aspirais à faire un truc plus écrit, pas quelque chose comme ça, quoi. Mais il se trouve que c'est ça qui est venu, et c'est comme ça que ça s'est passé, et en fait c'était aussi une belle façon de transformer cette expérience terrible en fait ça m'ouvrait une porte, voilà. Quelque chose de plus positif, si jamais oui, et puis de l'ancrer dans une réalité, que tout d'un coup c'est un livre, alors on peut en discuter. Donc c'est vrai que ce livre, je le vois réapparaître en séance de dédicace, et c'est toujours très émouvant et très touchant, et c'est des échanges assez forts, parce que voilà, les gens qui achètent ce livre l'achètent toujours pour des raisons particulières, et donc
Donc c'était spécial, mais bien, je pense. Et c'est la publication de ce livre qui te commence à te faire réfléchir sur ton avenir dans la bande dessinée ou dans l'écriture ou dans le livre édité. Mais tu cherches un moment, mais il n'y a pas un moment précis. Non, mais évidemment, mais tu vois, il n'y a pas un moment où tu as pris la décision claire et ferme de dire, voilà, j'arrête le graphisme, j'arrête la pub, je me lance pleinement dans la bande dessinée. Il y a peut-être eu un moment où en fait Vendry des éditions Varoum avait trouvé un boulot incroyablement saugrenu qui était de faire une page pour Voici par semaine, et j'étais hyper bien payée pour ce boulot, mais j'avais jamais, donc c'était de la bande dessinée, je faisais des cases, je coloriais tout sur Photoshop, je ne savais pas utiliser Photoshop, donc je détourais chaque truc, ça me prenait des plombes, je savais pas qu'il y avait le pot de peinture qui existait, je savais pas qu'il fallait scanner à 1200 dpi en bitmap, je ne savais rien faire, donc je faisais tout un peu à la va comme je te pousse, ça me prenait un temps mais hallucinant, donc j'ai fait ça pendant à peu près 2 ans, tout en faisant en plus des boulots plus perso, donc je travaillais vraiment beaucoup, et je gagnais beaucoup d'argent. Et en fait, là où il y a eu une décision vraiment forte, ça a été de quitter l'atelier que je partageais avec 2 copines, qui étaient aussi dans des dynamiques de rentabilité, des trucs, un épuisement, avec une énergie... Ouais, mais c'était vraiment bien, c'était 2 filles super, on a passé 2 années vraiment fortes ensemble. En plus, c'était un atelier à Saint-Michel, qui est un quartier, mais avec une circulation, un bordel permanent. Je sais pas, il y a la préfecture de police, il y a l'hôtel Dieu, il y a la Notre-Dame. C'est un flux permanent. On était au milieu de ce truc. Dès que tu ouvres les fenêtres, c'est un concert de sirènes avec les péniches qui passent, avec le haut-parleur à fond. Voilà. Oui, le pont neuf construit en non, vraiment. Donc donc j'ai décidé de quitter cet atelier et d'arrêter de bosser pour Voici, donc en fait d'arrêter de gagner de l'argent. Voilà, donc j'avais, grâce à Voici en fait, où je mettais en scène un personnage très superficiel. En fait, c'est ça aussi qui m'a donné une grande liberté, puisque j'avais mis de l'argent de côté, et comme j'avais pas le temps de le dépenser de toute façon. Et donc là j'ai décidé de partir en bateau. Donc ça a été là, je rentrais là vraiment il y a eu une démarche. De me dire, ok, j'ai plus d'atelier, j'ai plus de dépenses. Donc tu vois, finalement, il y avait une prise de décision. Là, il y a eu un moment où je me suis dit, bon, en fait, il faut que je bouge, voilà. Donc, ouais, là, il y a eu vraiment une décision. Et c'est ensuite que je suis allée chez Rupert et Mulhouse, parce que j'avais plus d'atelier, et bon, voilà, ça s'est fait un peu comme ça. Et alors, ce voyage en bateau dont tu parles, c'est ce voyage qui t'a donné envie d'écrire ce livre Transat, ou rien à voir? Si, en fait, c'était plus le besoin très fort de partir, de couper avec quelque chose. Je me suis dit que le sujet était intéressant, donc j'ai écrit pendant 2-3 ans sur le sujet, sur le besoin de partir. Ensuite, sur le voyage en lui-même, je crois que j'ai fait 2 transats. Le bouquin Transat résume 2 trucs différents. J'ai tenu ce carnet vraiment quasiment quotidiennement avec... Ouais, ça dépend. Donc le livre Transat, c'est tous mes carnets remaniés, resynthétisés, résumés et rescénarisés aussi. Voilà. Tu fais beaucoup de voyages en bateau, j'ai l'impression, ou de trips aventuriers. Tu écris aussi des livres sur la musique, comme Fanfare, ouais. Parce que tu fais de la musique. J'ai fait, ouais. Et t'écris sur les relations sociales, sur les relations amoureuses. Donc tout à l'heure, tu disais que tu faisais moins de carnets intimes, mais finalement, c'est beaucoup de livres autour de ton intimité. Mon intimité, autour de mon parcours, c'est vrai que j'ai fait 6 ans aux Arts Déco, je faisais partie d'une fanfare, donc j'ai joué énormément, beaucoup, c'était super pendant 6 ans, et le milieu de la fanfare est un milieu complètement bizarre et incroyable, et moi m'a permis d'explorer plein de choses, donc j'avais envie d'en parler. Donc pareil, j'ai résumé plusieurs festivals, plusieurs férias, plusieurs trucs en un bouquin. Après le bateau, c'est vrai que j'ai eu une première expérience géniale, donc après j'ai eu l'occasion de partir plusieurs fois en convoyage sur le même bateau, mais j'en ai parlé une fois, quoi. Voilà. Après j'ai fait un carnet de voyage qui s'appelle La Parenthèse Patagone, mais bon, c'était plus un carnet de voyage de tourisme, de vacances, c'est autre chose, où je suis moins dans l'introspection. Je suis pas dans l'introspection d'ailleurs, très peu. Alors que Transat reste quand même un truc d'introspection, de réflexion sur des choix de vie, voilà, mais qui vont plus loin que simplement mes questions. Oui, bien sûr. Mais enfin,
ce que je peux traverser reste effectivement un peu un fil rouge de tous mes bouquins, même si c'est un support en fait. Ouais, c'est un point de départ. Et alors ton dernier livre, Idéal Standard, justement, j'ai l'impression qu'il reprend un peu toutes tes expériences à toi, que tu essayes de mettre dans un livre, puisqu'on retrouve pas mal de choses que tu avais mis dans le blog L'air de rien, ou des choses comme ça. Enfin, tu m'arrêtes si je me... Ouais, tu dis n'importe quoi. C'était pas du tout un blog, c'était une chronique pour Libé, que en fait j'ai fait en même temps que je dessinais, que je dessinais Idéal Standard. Donc, Tu t'avais passé un blog d'écrire une c'était une chronique. Bah non, c'était pas un blog, c'était publié dans le supplément week-end. C'était papier, c'était pas un blog. Bah non, un blog c'est Internet. Oui, un blog c'est Internet. Mais bon, enfin. Ouais, non, mais soyons précis. Le blog, c'est un truc gratuit où tu postes tes trucs, tes bouts de pizza et tes humeurs du jour, ou tes réflexions. Il peut y avoir des blogs de journalistes, des blogs de, je sais pas moi, de 1 milliard de trucs différents, ou des blogs de cuisine, où c'est quelqu'un qui poste son point de vue sur un sujet. Donc c'est personnel et gratuit. Enfin, quand les gens peuvent consulter ça gratuitement, il me semble. Oui, tout le monde peut créer un blog. Voilà. Après, moi, le blog, j'ai fait ça pour Chikou Chikou en collectif et tout, c'était super. Mais en fait, justement, ça me posait un problème. Ce truc gratuit. En fait, moi-même, je consommais les blogs des autres dans des moments un peu... d'ennui, d'insatisfaction, de trou un peu dans ma journée. Donc j'étais là, il y a une forme de consommation. Enfin, ça me plaisait pas du tout. Moi, j'avais envie d'écrire des trucs sérieux, lus par des gens qui prenaient le temps de lire, en fait, et de réfléchir à ce qu'ils lisaient, en fait. C'est comme ça on pouvait réfléchir ensemble. Et pas un truc un peu léger avec des commentaires un peu comme ça, un peu gratuits. Enfin, je sais pas. Je comprends pourquoi tu n'as pas aimé le terme blog. Bah oui, tel que je l'ai pratiqué, c'était vachement bien à un moment donné. Il y avait un côté très généreux, parce que vraiment, c'est... super spontané, voilà, et je l'ai fait avec d'autres gens, mais moi toute seule, je pense que non, ça me convient pas du tout. Non. Donc, Idéal, pour en revenir à Idéal Standard, qui était un projet vraiment sur le long terme, j'ai écrit ce livre sur 8 ans à peu près. Bah, c'est un sujet qui était très très important, que je trouvais très difficile à cerner. Il y avait beaucoup de paradigmes, je sais pas du paradigme, que veut dire paradigme, paramètres différents qu'il fallait réussir à synthétiser. Alors quand tu dis le sujet, pour toi, Idéal Standard parle de quoi essentiellement ? Bah, c'est la quête du couple et de la famille, en fait. C'est un peu la question du couple et de la famille. C'est pourquoi vivre à deux, pourquoi faire des enfants. C'est des questions, moi, qui me semblent énormes. Il y a des gens qui font ça, pouf, 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 voilà, pouf, comme on disait tout à l'heure, pouf, pouf, que je te fais 6 gosses dans l'année. Non, mais moi, c'était des questions qui m'ont vraiment fascinée. Pour moi-même et en observant les autres aussi, je voyais bien que c'était pas simple non plus pour tout le monde. Et donc ça m'a demandé beaucoup de temps de lecture, d'observation, d'amasser un peu de matière première. Donc une fois que j'avais un scénario écrit, il fallait passer au découpage. Et une fois que le découpage a été fini, j'ai eu cette proposition de boulot pour Libé là. Et j'ai accepté parce que c'était parfait, j'avais terminé mon écriture, donc j'étais dans une forme d'exécution un peu, il fallait faire le crayonné et ensuite l'ancrage. Et donc tous les lundis, je bossais pour Libé et le reste de la semaine, je faisais Idéal Standard. Donc il y a des résonances un peu entre les deux. Parce que quand j'avais pas d'idée pour Libé, je piochais dans Idéal Standard. Mais il y a 2-3 strips qui sont proches, mais sinon c'est 2 boulots vraiment différents. Dans Idéal Standard, alors tu dis que c'est un sujet qui t'est cher à toi. Et tu choisis comme protagoniste une infirmière et un trader, si je ne m'abuse. Ouais. Ce qui sont quand même un ingénieur financier. Ingénieur financier, ouais. Bon, je l'ai traduit en trader, mais c'est des stéréotypes de femmes et d'hommes, finalement. Bah oui, bien sûr. Bah, j'explorais le stéréotype dans l'Idéal Standard, mais j'ai fait des personnages... Claire, le personnage féminin, est plus incarné que Franck, le personnage masculin, qui malheureusement n'a pas... Je voulais au début faire un livre moitié-moitié, faire vraiment, on comprenait le point de vue de la nana et on comprenait le point de vue du mec, et finalement c'est Claire qui a pris toute la place. Et en fait, ce qui m'a aussi demandé beaucoup de temps dans l'élaboration de ce livre, c'était de trouver un service de néonat qui acceptait de me prendre en observation, pour que je puisse venir dessiner et discuter avec les infirmières pour comprendre exactement quel était ce métier, de quoi il s'agissait, etc., pour que ce soit le plus incarné, le plus réaliste et le plus authentique possible. Et c'était des rencontres... j'ai été acceptée par l'unité néonate au
chic, c'est le centre hospitalier. J'ai déjà oublié, mais j'ai oublié ce que voulait dire le chic. C'est pas comme un CHU, mais bref, c'est. C'était une rencontre absolument géniale et j'y suis allée plusieurs mois. Vraiment, c'était hyper intéressant pour alimenter, pour faire un personnage pas cliché pour le coup. Je voulais mettre en scène une femme qui se pose les questions de maternité et donc c'était hyper intéressant qu'elle soit dans un service hospitalier qui en contact avec des nouveau-nés, mais pas une maternité classique où tout se passe bien, où tout se passe bien, évidemment il y a des problèmes partout, mais elle est dans un milieu hospitalier hyper traumatisant où la relation des parents et des enfants est complètement explosée. Donc, il n'y a plus aucun cliché possible. Il n'y a plus d'instinct maternel, machin truc. Tout ça ne tient plus debout. Et donc, elle, qui se pose des questions et qui est dans des schémas un peu clichés, son métier ne faisait que lui renvoyer... ne faisait que lui faire se poser des questions de fond sur la vie qu'elle menait, en fait. Donc, c'était un choix vachement stratégique pour moi que de la mettre dans cet environnement-là qui est un environnement hors norme. Très loin du cliché de la maternité, de je vais faire un enfant, ça va être merveilleux et tout. Bah non, c'est une catastrophe, grand prématuré. Ils sont dans des couveuses pendant des mois, ils manquent de calancher tous les 2 jours. Enfin, on peut pas les toucher. Ou alors il faut les toucher avec une extrême délicatesse. Donc les parents sont complètement perdus en fait. Et c'est pas eux qui s'occupent de leur enfant, c'est une équipe médicale avec des précautions extrêmes. Enfin, et c'était vachement intéressant. De mettre ça en scène et c'est extrêmement beau et extrêmement touchant et ça mettait tout mon propos, ça lui donnait une dimension beaucoup plus intéressante. Ouais, complètement. Mais alors, est-ce que ça t'a apporté des réponses à toi qui en cherchais du coup au départ? Oui, probablement, en fait, forcément, ouais, mais parce que finalement, elle trouve pas le bonheur. En fin de compte. Bah si, elle s'apaise. Elle s'apaise. Ouais. Bah ouais. Et elle sort surtout des ornières surtout elle perd ses illusions, ce qui est quand même une évolution fondamentale, quoi. Ouais, sûrement. Enfin, je sais pas s'il faut pas avoir des rêves, justement, des illusions. Ouais. Bah les illusions ça t'emmène dans des faux chemins. Les illusions c'est dangereux. C'est dangereux, tu peux t'empoisonner, non, les illusions, c'est terrible. Si tu choisis de t'illusionner, je sais pas moi, en prenant des drogues tous les week-ends pour faire la fête, que tu es dans l'illusion consciemment, pourquoi pas, tu vois. Mais là, je mettais en scène quelqu'un qui était en train de se tromper gravement et qui allait dans une direction qui lui faisait pas du bien, en fait. Voilà, donc à la fin, c'est un soulagement parce qu'elle choisit d'arrêter de se tromper. Bon, ouais. Donc c'est une happy end, mais non standard, quoi, finalement. Une fin heureuse. D'une certaine façon, oui. Je voulais parler un peu de la place que tu donnes aux femmes dans tes livres. Enfin, je trouve qu'il y a quand même pas mal de discussions ces derniers temps avec les MeToo, avec savoir si les femmes sont représentées en BD, etc. Et toi, t'aimes pas trop prendre position publiquement sur ces sujets. Par contre, tu t'en parles quand même pas mal dans tes livres. Enfin, il y a quand même quelque chose qui ressort dans tes livres. Sur le besoin de liberté, le besoin de... Enfin, je parle de liberté, mais... Oui, mais je le mets en scène à travers des personnages féminins parce que je me sens proche de leurs problématiques concrètes. Mais en fait, ça met en scène quelque chose d'un peu plus global que... Mais complètement, c'est exactement ce que je veux dire. Ouais. Ouais. C'est que tes livres... peuvent parler à n'importe qui, enfin ils sont pas des livres qui sont destinés aux femmes ou destinés aux hommes. Pourtant, on a quand même des débats autour de pourquoi les femmes sont pas représentées à Angoulême ou je sais pas, enfin des choses comme ça. Est-ce que c'est des débats qui devraient exister selon toi ou est-ce que ça reste stérile? Bah, j'avoue que j'ai vraiment du mal à me faire une idée. Oui, non, mais moi, je pense qu'il faut que la parole soit libre et que chacun se sente... Enfin, si c'est important de dénoncer... Est-ce que tu penses que c'est important de dénoncer? J'ai l'impression que non. C'est-à-dire que si, d'une façon générale, on ne peut que constater que les inégalités sont quand même encore vachement installées, quoi. Après, en bande dessinée, la bande dessinée, c'est quand même un art assez récent. Bon, on peut trouver, oui, 19e siècle, tout ça, mais la bande dessinée, comme beaucoup de métiers, était exclusivement pratiquée par des hommes, mais bon, c'était la norme. Donc le fait qu'il y ait moins de femmes, c'est normal, parce que c'est en progression, mais il y a de plus en plus de femmes, et ça va évoluer vers
je pense vers un équilibre. Ça va se faire tranquillement, mais sûrement. Enfin, voilà. Après, s'il y a des femmes, des autrices qui se sentent légitimes, enfin moi je sais pas moi tu vois, de me positionner. En fait, c'est une question personnelle. En fait, moi, je suis dans un atelier où on est autant de filles que de garçons. Moi, j'ai jamais eu de problème pour faire éditer mes projets. Je trouve qu'il y a des réactions sexistes en bande dessinée, mais comme partout ailleurs, et c'est bien de les dénoncer en rigolant ou gravement si chacun le fait à sa façon, en fait. Voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, économiquement parlant, tu arrives à vivre de l'écriture des livres ? Question un peu personnelle, mais... Oui. En fait, oui. Après, je me plains souvent de ne pas gagner assez d'argent, de ne pas savoir me vendre bien, de ne pas négocier assez bien mes contrats, etc. C'est vrai, je ne sais pas bien négocier, c'est sûr, quand je compare avec... mais j'apprends, je progresse. Ensuite, je me rends compte quand même en discutant autour de moi que les camarades qui gagnent vraiment mieux leur vie en bande dessinée, ils produisent beaucoup plus. Ils produisent plus que 2 fois plus. Et c'est quoi ? C'est un livre par an ? 2 par an. 2 par an. Ouais. Et je suis incapable. Et en fait, c'est un choix aussi. C'est un choix. Je veux produire peu, mais le mieux possible. Donc, voilà, j'ai un mode de vie économique et ça me convient très bien. Comment est-ce que tu arrives à trouver du temps pour réfléchir à tes futurs livres ? Mais je trouve pas le temps, je le prends et c'est ça qui me coûte beaucoup. Mais encore une fois, tout ça, c'est tout le temps. Enfin, c'est récurrent pour moi d'avoir des gros moments de stress et de problèmes et en fait, à chaque fois, après un long débat intérieur, me dire mais qu'est-ce que je m'inflige de vivre comme ça, machin. Ouais, mais quand même, j'ai un équilibre de vie hyper confortable. Comment dire, je fais ce que j'ai envie de faire et ça a pas de prix et je veux prendre le temps et je veux avoir le temps et c'est un choix et donc quand j'ai la chance d'avoir des boulots de commande rémunérateurs et tout, je les accepte et j'essaye et au bout d'un moment, en fait, je refuse pour me libérer du temps. Donc, en fait, c'est des stratégies économiques où j'engrange, je mets de côté et ensuite, je vis sur mes réserves tout en me disant ok, là, j'ai tant de mois devant moi, c'est chaud quand même. Donc c'est des calculs, mais c'est une gymnastique. Je commence à être rodée à ça, je commence à me calmer un peu, à calmer mes angoisses parce que je vois que, à chaque fois, je m'en sors. Donc, voilà. Est-ce que tu as la pression de la deadline de l'écriture de ton livre ? Est-ce que tu te dis, il faut absolument que j'ai écrit ce livre en septembre parce que sinon... en fait, ça dépend des projets, bien sûr. Mais là, je viens de finir un bouquin pour les requins-marteaux. Donc, la valeur des requins-marteaux, c'est pour un BDQ, c'est 2 000 €. Donc, j'ai passé 5 mois dessus. Mais j'avais bossé des mois avant, en prenant tout ce qu'on me proposait pour engranger des sous et pouvoir m'offrir le luxe de faire un livre à 2 000 € en 5 mois. Voilà, c'est délirant. Mais je sais, c'est comme ça que je fonctionne. Donc là, j'étais obligée au bout d'un moment d'arrêter. Donc c'est toujours extrêmement frustrant parce que voilà, mais les bouquins comme Idéal Standard, en fait, je dis que ça m'a pris 8 ans. Oui, ça m'a pris 8 ans, mais évidemment, pendant 8 ans, j'ai fait autre chose, sauf les 3 dernières années où j'ai fait que ça. Et là, en fait, j'ai déconné parce que j'ai mal négocié. Donc, j'avais pas assez d'argent. Donc là, c'était chiant. Mais heureusement, il y a eu le boulot avec Libé qui m'a permis de stabiliser à la fin le truc, quoi. Donc j'ai eu de la chance, j'ai eu beaucoup de chance. Voilà. Donc faire de la bande dessinée, c'est un art de l'auto-sponsoring, quoi. Faut arriver à trouver l'équilibre entre ce que tu gagnes et ce que tu gagnes pas. Encore une fois, ça dépend des gens. Il y a des gens, ils arrivent à sortir 2 albums par an et ça se passe très bien. Hein. Mais moi, ça m'intéresse pas de faire des boulots de commande. J'ai besoin de réfléchir à des trucs. Et ça demande du temps. T'as besoin. Alors ce besoin, c'est un besoin de créer qui est viscéral, du coup, si je comprends bien, sur la suite de ton parcours. Ouais, viscéral, faut pas non plus... voilà, mais... si, quand même, un peu. Si je le fais pas, je vois bien que je me trompe de chemin, quoi. Tu parlais de ton prochain livre, au Requin-Marteau. Je crois que c'est Lilith, c'est ça ? Alors, ça raconte l'histoire de Lilith, mais dans un sujet plus global. Donc, ça s'appelait Déesse. De ce que j'ai compris, ça s'inscrit dans la même lignée que Comtesse. C'est ça le livre que tu as écrit chez BDQ ? Alors non, pas du tout. C'est pas du tout la même lignée. Ça hyper différent. Alors j'ai été mal informé. Ouais. Comtesse, c'est
entre fantasme et réalité, c'est le désir inassouvi d'une femme qui prend corps dans une relation avec un valet ou un truc comme ça, une comtesse qui erre seule dans son château, et c'est muet et c'est très épuré, c'est très graphique, c'est très visuel, voilà. DS, c'est plus construit, c'est un peu mythologique, pré-biblique, machin, graphiquement c'est très différent, et il y a des dialogues. Tu parlais de te vendre tout à l'heure, mais est-ce que c'est à toi de te vendre, ou est-ce que c'est pas à ton éditeur de diffuser largement tes œuvres, ou comment ça se passe? Parce que je crois que t'es pas beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple. Oui, c'est un gros problème. Ouais, je sais, parce qu'en fait, j'adorerais, mais je sais pas faire. Ça m'emmerde. J'y arrive pas. J'arrive pas. Alors, non, j'arrive pas à parler à dire. Venez, j'ai regardé, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je sais pas du tout me mettre en scène. C'est relou. Je suis pareil, en admiration éperdue devant toutes celles et ceux qui manient ça avec beaucoup d'élégance et de drôlerie et qui fédèrent, enfin qui savent vraiment fédérer autour de leur boulot. Moi, je suis handicapée de ça, quoi. Voilà. Mais de temps en temps, je mets des trucs, j'essaye quand même. Voilà, j'ai des velléités, mais non, je galère vachement, quoi. Donc je compte beaucoup sur l'éditeur, oui, pour faire le boulot. Bah, c'est son boulot en même temps. Ouais. Est-ce que tu as peur de perdre ton énergie créatrice? Bah oui, ça m'arrive tout le temps. Hein. Quand j'ai terminé Idéal Standard, j'étais complètement vidée, épuisée. Je voulais arrêter la bande dessinée. Enfin, c'était la fin du monde. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai fait après Idéal Standard? Je sais plus ce que j'ai fait. J'ai dû prendre des boulots de commande parce que j'en pouvais plus. Oui, et puis on a édité tous les strips de L'air de rien chez Dargaud, donc ça m'a pris du temps, ça m'a permis de gagner un peu de sous, mais j'étais vraiment mal, quoi. Donc là, ouais, t'es un peu dans la merde, parce que tu te dis, ok, donc c'est censé être mon métier, mais en fait, je peux plus, j'ai plus envie, j'ai plus d'énergie. Ça, c'était compliqué, puis en fait, heureusement, voilà, ça repousse. Ça vient tout seul. Ouais, ça repousse. Bah, tout seul, il faut avoir la chance de pouvoir, la chance, ouais, de faire un peu autre chose, et heureusement on propose des boulots de commande, ouais, qui me permet de passer le temps, ouais, d'être un peu plus en jachère, quoi. Et est-ce que tu as un objectif ultime pour ton œuvre qui commence à prendre forme quand même? Attends, non, ça serait ou pour quoi? Toi, je sais pas. Bah, ce serait quoi? Moi, j'en sais absolument rien. Non, mais il y a des gens qui te répondent, qui ont une réponse à ça? Ah ouais. Après, il y en a qui n'ont pas forcément envie d'y répondre. Bah, si je pouvais continuer à faire des livres... Est-ce que tu as une vision à long terme de ce que tu fais? Bah, Idéal Standard, c'était un projet qui m'a habité vraiment longtemps, voilà. Donc je savais que ce serait un livre difficile à faire, mais que ça vaudrait la peine de le faire vraiment bien en prenant mon temps. J'ai un autre projet comme ça, un peu sur la transmission, sur de famille, enfin de comment, mais je sais pas du tout à quoi ça va ressembler. Il faut que je lise beaucoup, comme j'ai fait pour Idéal Standard. J'ai lu énormément en sociologie. Voilà. Il faut que je lise pour mettre mes idées au clair. Mais ça, ce livre, dans peut-être 4-5 ans, il commencera à prendre forme. Donc, entre-temps, j'aimerais bien arriver à pratiquer mon métier de façon plus légère et d'arriver à faire des livres... En fait, avec Chikou Chikou, quand même, c'était très drôle. J'aimerais retrouver cet humour-là, cette drôlerie-là, même si, bon, dans tous mes bouquins, il y a des blagues. Mais j'aimerais quand même arriver à le travailler de façon plus légère. Entre gros projets, d'avoir un truc plus léger. Mais ceci dit, j'ai un gros projet en tête, là. Je sens que ça va me coûter beaucoup. Enfin, ça va me demander beaucoup de réflexion et tout ça. Mais après celui-là, j'aurais fait... J'aurais fait les 2 gros pavés, les 2 gros trucs qui me tenaient vraiment à cœur, ça avec beaucoup de gravité. Mais après, je sais pas, on verra. Ouais. T'es pas sûr de faire ta vie dans la bande dessinée, finalement? T'as des choses que t'as envie d'exprimer, que tu vas exprimer. Voilà, exactement. Une fois qu'elles seront exprimées... voilà, on verra, oui. J'ai une autre question qui va te plaire, je suis sûr. C'est que représente la réussite pour toi? D'avoir réussi à exprimer à peu près correctement quelque chose qui nous tient à cœur. Et si c'est entendu, là, il y a une forme de réussite, ouais. Une question que j'ai rarement posée, mais même jamais, je crois. C'est est-ce qu'il y a une bande dessinée que tu as lue et que tu aurais aimé avoir écrite? Oui.
Bah non, franchement, non, mais souvent je me dis, waouh, quand même, techniquement c'est incroyable, ou waouh, le scénario hyper bien. Mais ouais, il y a toujours des stimulations comme ça. Quand on lit quelque chose qui est vraiment bien fait, il y a quelque chose de plaisant, ouais. Mais on est tous différents, donc me projeter dans le boulot de quelqu'un en me disant, ah, j'aurais aimé faire ça, je crois pas. Alors c'est la transition vers la dernière question de cet épisode. C'est est-ce qu'il y a un livre ou un film ou n'importe quel objet culturel qui t'a vraiment marqué ces derniers temps? Ah oui, ça, j'aurais dû potasser ça, parce que... Non, mais le dernier truc que j'ai lu, que j'ai adoré, c'est La cantine de minuit de Yaro Abe, là, ce japonais. Bon, en fait, d'abord, le dessin est hyper simple, il dessine des japonais, vraiment, c'est très minimaliste, tous ces personnages sont caractérisés. C'est en fait chaque petite histoire, c'est une petite vie un peu résumée, un parcours, une problématique, un drame. Enfin, ça peut être assez dramatique, mais c'est souvent, en général, c'est très doux, c'est plein d'humanité, et il rassemble ces personnages autour de cette cantine de minuit qui est un restaurant de nuit avec le patron qui. Et je trouve ça vachement malin parce que la nourriture, c'est réconfortant. Donc les personnages viennent parfois dans des états de grand désarroi et tout, mais ils viennent se nourrir de quelque chose. Ils demandent, en fait, c'est un peu à la demande, le cuistot cuisine ce que tu veux, s'il a les ingrédients, il le fait. Donc il y a quelque chose, voilà, donc les personnages se remémorent leur relation avec leur père, leur mère, leur frère, je sais pas quoi. Donc c'est hyper malin, hyper touchant, vraiment, et j'adore l'idée de la bribe, enfin aussi que ce soit pas une fiction, l'histoire qu'on déroule de A jusqu'à Z, c'est plein de petites histoires qui au final donne une ambiance et parle de l'humain d'une façon vachement belle et assez légère, en fait. Vraiment, ça, peut-être ça, j'aimerais arriver à faire ça, mais je pense que c'est pas, voilà, je travaille pas comme ça, mais ça, c'est vraiment, je trouvais très réussi. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Aude, d'être venue me parler de tout ça. Bah, merci à toi. C'est un grand plaisir. Et j'espère à bientôt. Ciao. Ciao. 1, 2, 3, 4. Do you think I had something to do with this? Look in my eyes. L'épisode est donc terminé et je sens qu'il vous a suffisamment intéressé pour l'avoir écouté jusqu'au bout. Mais pour l'instant, vous êtes le ou la seul à le savoir, ou presque. Donc si vous pouvez prendre le temps, un tout petit peu de temps pour le commenter sur iTunes et lui mettre quelques étoiles, cela aiderait beaucoup ce podcast à se faire connaître. Merci infiniment pour ça. Pour ma part, je vous retrouve désormais le mois prochain pour un nouvel épisode, en attendant de pouvoir y consacrer plus de temps. Ciao! You don't understand. I absolutely refuse.